Bien, merci. Je vais continuer dans le concret et avant de commencer, je vais donc remercier les organisateurs pour leur invitation et dire aussi que moi, je suis sans doute en décalage avec ce qui a été dit depuis ce matin. En tout cas, merci d'entendre ces présentations très stimulantes. Je vais donc venir parler d'un travail qui a été engagé et que j'ai fait il y a plus de 10 ans maintenant, qui était de réfléchir autour de la construction et du rapport entre la télévision et la façon dont elle rend compte des risques, et notamment des risques naturels. Je vais m'en expliquer. Alors, réfléchir surtout, parce que je suis historienne, sur la façon dont la télévision est producteur de sources pour nous. Ça ne marche pas. Non, c'est comme ça, pardon. Producteur de sources et en même temps constructeur d'un récit sur l'événement et d'événements, pour répondre à la commande aussi, d'événements que je qualifierais entre guillemets de catastrophiques, parce qu'il faut s'interroger sur la notion de catastrophique. Je vais le faire à partir, je l'ai dit, de ce qui était un axe de travail qui est là aussi les risques dits naturels, c'est-à-dire les événements qui sont créés parce que les géophysiciens appellent habituellement l'aléa, c'est-à-dire avalanche, inondation, glissement de terrain et autres accidents ou du moins causes physiques sur les sociétés. Alors, je vais rappeler quelques banalités, mais qui ont été dites, et je vais les dire de façon beaucoup plus simple. C'est-à-dire que la télévision, et notamment les journaux télévisés, comme médias producteurs et transmetteurs de discours, plus qu'ils n'informent en fait, participent de la banalisation des événements en même temps qu'ils mettent en exergue ces événements. Banalisation de la catastrophe ou et de l'événement dramatique par la manière dont ils décrivent ces événements, par l'emploi récurrent et redondant de motifs, que ce soit le texte, l'image et le son, et des motifs qu'ils répètent. Et en même temps, ils participent de la désignation en tant que catastrophe de ces événements qui peuvent être d'ailleurs des événements ordinaires. Ce qui pose d'ailleurs, et ça a été évoqué ce matin, la question de la normalité, la question de l'anormalité et la question de ce qui est exceptionnel. On avait réfléchi un moment, il y a assez longtemps, sur qu'est-ce qu'un événement exceptionnel, qu'est-ce qu'une catastrophe, est-ce que c'est simplement un événement exceptionnel. Et juste avant de venir, je regardais, en pensant à ce séminaire, ne serait-ce que le week-end dernier, la façon dont les JT ont présenté les épisodes neigeux hivernaux. Et ce qui était tout à fait intéressant, c'est que dimanche dernier, le correspondant local du Val d'Oise ou du Val-de-Marne, je ne sais plus, attendait désespérément que la neige tombe pour pouvoir répondre à la catastrophe annoncée par Météo France. Catastrophe qui est arrivée le lendemain, puisqu'il est tombé de 3 à 5 cm en région parisienne, alors que habitant Grenoble et vivant à moitié à Briançon, quand il tombe 30 cm de neige, c'est une banalité affligeante. C'est loin d'être la catastrophe. Et en février, il est assez normal qu'il neige. C'est même un bienfait puisque c'est la saison de ski. Et s'il y a de la neige qui tombe, c'est l'or blanc qui tombe. Et donc, on est tout à fait content. On est tout à fait content, sauf quand vraiment il y a une accumulation neigeuse qui se passe et qui, pour des raisons absolument imprévisibles, conjonction de phénomènes météorologiques, cette accumulation de neige peut descendre sur une station, sur un village, et là, devenir une vraie menace. Donc, au-delà du sourire que je pose, mais ce n'est pas seulement Paris, Marseille, on pourrait dire exactement la même chose, l'idée qui me venait à l'esprit en écoutant les journalistes, c'était de dire pourquoi une telle motivation à occuper l'espace médiatique pour parler d'absence d'événements attendus catastrophiques. Alors bref, on pourrait dire que la télévision participe de cette représentation relativement convenue
Et ça a été dit aussi, je vais aller très vite, qui prend ses motifs dans tout un background de représentation ancienne, des gravures, des récits, et même bien avant la catastrophe de Lisbonne, des gravures tout à fait classiques qui sont reproduites et qui ont été intégrées finalement dans les représentations collectives. En plus que depuis, et ça s'accentue à l'heure actuelle, c'est que la télévision se reproduit elle-même, c'est-à-dire que dans la mesure où il faut aller très vite pour réaliser les reportages, eh bien on reprend des reportages, on reprend les mêmes émissions et on rentre donc dans ce que j'ai appelé un récit scénarisé, qui est lié aussi au mode tout simplement de production des JT, reprenant les mêmes schémas narratifs, que ce soit d'ailleurs pour les inondations, les avalanches, même s'il y a quelques différences. Alors, la question, c'est la diffusion. C'est toujours, la production, c'est une chose, la diffusion en est une autre. Et une des questions, c'est quel est le rôle que joue cette diffusion, ces récits qui sont proposés, parce qu'ils ne sont pas sans conséquence, évidemment, sur la nature du savoir transmis, sur les représentations transmises, et la façon dont, dans le fond, la télévision joue toujours dans ce paradoxe qui consiste en même temps à rassurer et à inquiéter. On a la même chose en même temps. On rassure et on inquiète. Et l'idée, c'est évidemment de se dire quel impact. Et c'était une des questions qui avait présidé à la manière dont on avait travaillé sur la télévision à partir des risques naturels. Au départ, c'était de dire, est-ce que la télévision participe de la construction d'une mémoire? Est-ce qu'elle participe de la construction de savoir? Ou est-ce qu'elle participe de la construction de non-savoir? Parce que, dans le fond, on pourrait dire qu'elle peut donner l'impression de diffuser de la connaissance et en fait annuler cette connaissance ou annuler une autre connaissance. Et donc, en fait, comment est-ce que ces médias interviennent-ils? Est-ce qu'ils interviennent finalement dans la fabrication des comportements des individus en société? Et comment vont-ils jouer avant, pendant, après, puisque la catastrophe, ça peut être une catastrophe qui est attendue, qui est préparée ou qui surgit de façon soudaine et qui surprend tout le monde, ce qui paraît très étonnant s'agissant des inondations ou des avalanches, j'y reviendrai. C'est d'autant plus intéressant quand on regarde les sociétés techniciennes qui sont les nôtres, qui sont normalement préparées, protégées, avec tout ce discours de protection qui vient d'être montré par rapport au transport, mais qui a été répété jusqu'à plus soif dans les années 90, au moment où je travaillais sur ces décennies-là, avec la notion de risque zéro, qui depuis d'ailleurs a beaucoup diminué, parce que pour des questions de coût, on se dit que le risque zéro est impossible et qu'on a mis en place d'autres notions. Simplement, ce qui est aussi intéressant, et ça rejoint les questions que vous vous posez, c'est évidemment de se dire qui dit le savoir? Qui dit le savoir? Qui dit le savoir? Parce que derrière l'usage que l'on fait de ces événements dramatiques, on édicte des règles, on édicte des lois, et bien évidemment, on se retrouve avec ceux qui maîtrisent le savoir, qui vont le répandre, l'édicter comme étant le savoir à avoir. En même temps, comme je le disais, l'exclusion d'autres catégories de savoir qui sont ceux qu'on leur renvoie à l'empirique, à ceux du savoir traditionnel, qui est évidemment une autre catégorie de savoir qu'il est peut-être intéressant de, disons, reprendre s'agissant de cette question de démocratie technicienne qui est votre question. Alors, je vais donc reprendre, me baser pour aborder toutes ces questions sur des recherches que j'avais conduites, je vous l'ai dit, il y a plus de 10 ans, à partir des archives de l'INA et autour des risques que j'appelle dits naturels. Je dis toujours entre guillemets dits naturels, parce que tout simplement l'aléa n'intéresse pas l'historien en tant que tel. Ce qui l'intéresse, c'est évidemment le poids de l'aléa sur les sociétés, ce que maintenant on appelle la vulnérabilité. En quelque sorte, ce qui est important, c'est à la fois comment les sociétés, autour de ces événements physiques, qui sont un glissement de terrain, une avalanche,
une pluie torrentielle, une inondation, comment les sociétés à la fois sont victimes, entre guillemets, et surtout comment elles jouent par leur mode d'habitation, leur mode d'aménagement, leur mode de comportement et de pratique, comment elles renforcent des éléments qui, par ailleurs, ne pourraient pas être des catastrophes ou ne pas prendre ce caractère catastrophique. Alors ce travail, je l'ai mené à partir des sources disponibles à l'INA depuis les années 50. Je vais aller très vite sur la façon dont j'avais procédé, juste pour dire quelques éléments. Il y a une masse énorme dès lors qu'on veut travailler sur ces questions, une masse complexe. Et grâce à l'INATech, on peut travailler à partir des bases de données. Et j'avais donc travaillé à partir d'un certain nombre de catégories, les JT bien entendu, mais aussi un certain nombre de sources tirées d'émissions spécifiques, plus longues, parce que les JT, c'est quelques minutes à quelques dizaines de minutes, ou bien des émissions particulières, vous en reconnaissez quelques-unes, C'est pas sorcier, ainsi qu'un certain nombre d'autres émissions, et puis aussi les rétrospectives, qui étaient évoquées, les 10 ans de Vaison-la-Romaine, les 30 ans de Val d'Isère, etc. Donc, des travaux qui menaient à la fois sur les avalanches dans les Alpes, c'était aussi dans le cadre d'une commande et d'un programme, mais aussi sur les inondations en territoire méditerranéen, mais aussi en Bretagne, ce qui avait l'avantage de comparer des catégories d'événements dans des territoires différents, avec des modes de fonctionnement différents. C'est-à-dire que l'avalanche, comme l'inondation, en quelque sorte, c'est à la fois un événement attendu, on connaît le trajet, on connaît le tracé, mais il y a ce côté aléatoire qui rend les choses difficiles et qui rend l'événement menaçant à certains moments. Donc c'était un petit peu cela l'idée. Et donc à partir de ces sources de l'INATech, eh bien, réaliser ma propre base de données à partir de mots-clés. Je vous passe le détail, je vais aller assez vite. Mais à partir des synopsis d'abord, parce que les synopsis dont je vous mets un petit exemple, mais de façon tout à fait intéressante, un descriptif, et un descriptif qui est fait par des documentalistes. Et dans le descriptif, là aussi, il y a toute une façon de construire le récit. Et puis ensuite, évidemment, à partir de ces descripteurs, réaliser ma propre base de données avant de regarder les émissions elles-mêmes qui étaient sélectionnées et de voir comment, après, par les images et par le son, qui est tout à fait intéressant, y compris dans les JT, eh bien, on construit une représentation de ces événements. Alors, ça a l'avantage de permettre de faire un certain nombre de statistiques. Je ne sais pas que je sois une fan des statistiques, mais quand même. Je vous prends l'exemple des avalanches, parce que vous avez là une représentation des catastrophes. On pourrait dire, voilà, réchauffement climatique, vous avez évidemment une accentuation des représentations de beaucoup plus d'avalanches que dans les années et avant les années 70. Tout cela, évidemment, je ne vous ferai pas l'affront de penser que vous y croyez, tout simplement parce que d'une part, les représentations ne sont pas faites, que d'abord depuis 1995, il y a le dépôt légal et il y a une multiplication des chaînes, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de reportages, et que donc l'effet hausse massive de représentation et pas liée à l'accentuation des avalanches, mais à l'accentuation de la représentation. Si on regarde, il y a quand même deux choses qui sont intéressantes. C'est d'une part 1970, qui est en quelque sorte une avalanche fondatrice à bien des égards, dans la représentation de l'événement dramatique, tout simplement, je vous le rappelle si vous ne l'avez oublié, et qui fonde aussi la façon dont on en parle. C'est Val d'Isère, c'est un chalet du CPA, c'est presque une date anniversaire, puisque c'est le 12 février 1970, et chalet du CPA, des jeunes venus en vacances, faire du ski, beaucoup de Parisiens, des étudiants la plupart, et qui le chalet est emporté par une avalanche, construit dans une zone qui était avalancheuse, mais tout le monde dans le village dit « Ah, on ne savait pas, jamais aucune avalanche ne s'était produite à cet endroit-là ».
Et évidemment, c'est aussi avec toute une représentation, avec une reprise et scénarisée par la télévision du déplacement du politique qui vient voir, notamment Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur, Léo Hamon, ministre du Tourisme, qui vient rendre visite et construire et annoncer directement, en direct à la télévision, les nouvelles lois qui vont être prises pour sécuriser les territoires, notamment la mise en place des plans d'exposition au risque et tout ce qui va créer la loi des catastrophes naturelles pratiquement 12 ans plus tard. Si je reviens à mon autre représentation, il y a une série d'avalanches qui sont importantes et qui représentent quelques épisodes. Et vous avez 98 et 99. 98, c'est en quelque sorte le pendant de Val d'Isère. C'est aussi un chalet UCPA, c'est aussi un groupe d'enfants beaucoup plus jeunes, mais un groupe d'enfants qui ne meurt pas dans le chalet, mais qui meurt dans la pratique sportive, puisqu'ils étaient en randonnée en raquette, et la transgression a été totale, c'est-à-dire que ça renvoie aux anciens mythes, ce groupe d'enfants qui était conduit par un guide, donc normalement qui a toute la sécurité, était dans une forêt. Normalement, c'est protégé. C'est tout le discours de la forêt protectrice par rapport aux avalanches. Sauf que ce guide, pour revenir au point de départ, n'avait pas suivi les indications d'un autre guide qui lui avait dit tout était avalancheux. Je me souviens, j'étais à cette époque-là dans les Alpes et les routes étaient fermées tellement personne ne serait sorti par ce temps. Or, c'était un guide local. Donc, vous avez beaucoup de reportages, mais en 99, où il y a un très fort épisode avalancheux dans les Alpes, la moitié des reportages sont liés non pas au reportage d'une autre avalanche dont je reparlerai après, mais au procès du guide qui a donné lieu évidemment à des représentations de cette catastrophe. Donc la catastrophe de 99, j'y reviendrai, c'est Chamonix-Montroc, j'y reviendrai pour quelques... Alors ensuite, je vais aller assez vite parce que ça a été évoqué. Finalement, la question qui se pose, c'est qu'à travers toutes ces façons dont la télévision rend compte des événements, comment elle en rend compte et surtout quel récit elle produit. Je vais vous dire là des banalités, parce que ça a été dit de façon bien plus conceptuelle que moi, mais je vais aller très vite parce que, dans le fond, c'est là la scénarisation et ça pose la question de qui dit quoi et qu'est-ce qu'on montre. Alors d'abord, on construit le récit de catastrophe et j'ai mis des images à la fois d'inondations et d'avalanches. Apparemment, on a l'impression qu'on va faire un reportage technique, voire même scientifique, puisqu'on mesure, on monte les hauteurs d'eau, on parle de l'intensité des vagues, on montre avec des photos, excusez-moi, ce sont des imagettes tirées des émissions de télé, donc elles ne sont pas très bonnes, mais voilà, vous avez quand même vous avez Vaison-la-Romaine, vous avez des inondations en Bretagne, vous avez en même temps, ce qui compte, c'est de rendre compte et de rendre visible à tous, autant les gens qui sont concernés, mais à ce moment-là, ils n'ont pas le temps de regarder la télévision, qu'aux gens qui sont chez eux, dans leur fauteuil, qui se disent « ça peut m'arriver ». C'est-à-dire cette espèce de partage dont il était question auparavant. Et puis, vous avez un discours qui, évidemment, est un discours extrêmement normé. Je vais aller là aussi très vite, avec une préférence, et vous en avez l'habitude, il n'est qu'à se reporter à ce que vous allez voir, une préférence pour les images chocs, donc je pense que ça va anticiper de ce que vous allez dire tout à l'heure. Là aussi, c'est Vaison-la-Romaine, le camping, le pont submergé, une image choc qui concerne aussi les avalanches, et puis un récit très convenu dans le fond, qui montre les dégâts, qui insiste prioritairement sur l'émotion, parce qu'à la fin du reportage, vous avez tout de suite envoyé vos dons. C'est-à-dire qu'on veut susciter la solidarité dont la télévision se fait le porteur. Et puis un récit modélisé qui suit toujours le même schéma. On commence par montrer les destructions, on fait appel au témoin qui dit des banalités pour dire oui, l'eau est montée, ou bien, et en même temps, avec 30 secondes de parole. On insiste évidemment sur le rôle des sauveteurs et de la solidarité qui est créée, avec des photos d'élitreillage, je vous passe le détail. On parle aussi des rescapés.
Et puis, évidemment, interviennent les autorités. Autorités préfectorales avec les cellules de crise, autorités locales et autorités nationales dès lors qu'il s'agit d'un événement plus important. Et puis, évidemment, et plus récemment, on insiste sur le fait qu'il faut réparer. Réparer par la technique, et récemment, il y a eu une coupure d'électricité dans la Drôme à cause de la neige, chose qui n'arrivait pas auparavant d'ailleurs. Mais alors on montre les agents EDF, ou plutôt de RDTUF, je sais plus, qui réparent, alors avec des images où on voit des hommes sur des poteaux. Bon, voilà, c'est tout à fait. Ou bien on remet en état de façon beaucoup moins technique, mais avec le balai qui pousse l'eau dehors. Et arrive toujours, en fin d'émission, le discours technique très important, avec l'intervention des experts qui viennent donner de fausses causes, ou plus exactement, qui n'abordent qu'une partie des causes de l'événement. Et vous avez là un certain nombre d'experts avec des images qui sont des images scientifiques, des cartes en 3 dimensions, les instruments qui sont montrés. Et en général, vous avez toujours un discours qui explique l'aléa, il a neigé, c'était la météo. La vulnérabilité n'est jamais décrite. C'est-à-dire qu'on présente toujours les catastrophes naturelles en restant à une description qui est d'ailleurs la description qui est faite en général et qui était faite dans les travaux qui étaient portés sur les risques naturels par les sciences entre guillemets dures et qui travaillaient sur l'aléa. Donc on travaille sur l'aléa, on explique avec force reportage très concret, comment une plaque avant glisse, etc. Et puis évidemment, la technique qui est là pour protéger et pour prévenir reprend par l'image et par la vision tout ce qui a été mis en place depuis le 19e siècle, c'est-à-dire la façon dont on a construit la protection des sociétés par toute la politique de reboisement s'agissant des avalanches ou des digues, politique de reboisement que l'on montre comme les RTM l'ont fait un siècle auparavant en prenant des photos pour montrer les travaux, annulant par la même occasion les savoirs qui sont ceux des sociétés, qui étaient les savoirs des sociétés traditionnelles qui avaient mis en place et des manières de se protéger par les savoirs, par la pratique et par la manière dont ils fonctionnaient. Des reportages pendant l'été pour garantir qu'on est en train de construire la protection. Alors au final, je voudrais simplement dire qu'on a véritablement dans ces reportages à la fois une uniformisation des événements, comme un aplatissement des choses, comme un aplatissement du temps, comme un aplatissement des événements, parce que dans le fond, quand on voit une inondation puis une autre, on a l'impression que c'est toujours la même chose. En même temps, on a des reportages qui se veulent scientifiques avec des indications très floues. On n'a aucune géolocalisation. On prend un exemple et on l'étend à l'ensemble de la zone. Et puis, on a des reportages très répétitifs. Ce qui est le plus intéressant quand on regarde les choses, c'est que dans le fond, on s'aperçoit que ces événements font des choix, vont choisir de représenter certains événements et pas d'autres, et qu'il y a des événements qui sont à la fois acceptables et inacceptables. Comme il y a des victimes qui sont acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Je prendrai juste un exemple en revenant aux avalanches. Vous avez en même temps l'avalanche qui est représentée, médiatisée, qui correspond à ce qui est dans notre société actuelle, moderne, qui met en œuvre l'exploit. Il y a les guides qui meurent. Et les avalanches, c'est autant celles qui descendent sur les villages que les avalanches de Sérac, avec les cordées qui sont prises, avec des morts. Mais tout ça, c'est, on pourrait dire, banal. C'est lié à la montagne. Il y a d'autres avalanches qui sont stigmatisées. C'est les avalanches des skieurs non responsables qui font du hors-piste et qui déclenchent des avalanches sur les pistes ou qui déclenchent des avalanches sur des secteurs qui mettent en cause évidemment toute la protection que les stations mettent en œuvre pour garantir une sécurisation et la non-catastrophe, justement. Et vous avez toutes sortes de reportages juste avant les vacances, vous n'avez qu'à regarder, il y en a plein,
toutes les stations avec des reportages sur les gens qui déclenchent les avalanches pour que les skieurs puissent skier tranquillement sans risque. Et puis il y a l'avalanche qui n'est pas acceptable ou qui ne l'est plus, compte tenu de toute notre société de protection, de prévention. C'est celle qui arrive sur les villages. C'est celle qui détruit des chalets et des chalets habités, et notamment dans des zones qui sont des zones de grandes stations. Et je terminerai très rapidement sur Montroc. Montroc, c'est un hameau de Chamonix qui a été détruit en 99, février 99. Il y a eu 20 chalets détruits, 13 morts. Chamonix a eu cette année-là une série de catastrophes. L'avalanche de Montroc, je suis sûre que vous ne vous en souvenez pas. Par contre, vous vous souvenez de l'incendie du tunnel. L'incendie du tunnel a été extrêmement médiatisé, 30 morts, et véritablement un choc dans la vallée, mais c'était quasiment quelques dizaines de jours après l'avalanche de Montroc. À la télévision, je faisais des enquêtes à l'époque sur les risques, et j'avais arrêté de faire des enquêtes à Chamonix parce que je n'ai pas l'ambition d'être un croque-mort. Mais cette année-là, à Chamonix, il y a eu l'avalanche de Montroc, l'avalanche du Tour, comme on dit. Il y a eu une série d'avalanches en Suisse, à Galtur, à Yvolène, pardon, et en Autriche, à Galtur. La télévision française n'a pratiquement pas parlé de Montroc. Par contre, a fait des reportages très longs sur Yvolène et Galtur. Pourquoi ? On a dit la télévision a été exclue de rendre des reportages autour de Montroc. Certes, parce que la vallée, il fallait sécuriser. On était en pleine période de vacances scolaires, en pleine période touristique. Or, à Montroc, eh bien, ce qui est le plus intéressant, c'est que ce n'est pas seulement sur le moment qu'on n'en parle pas. Il y a eu des reportages très très nombreux sur le tunnel. Pratiquement aucun sur le procès qui a eu lieu autour de l'avalanche de Montroc. Et dans le paysage, vous avez une stèle pour le tunnel, pratiquement rien sur le secteur de Montroc. Tout simplement parce que derrière tout ça, et derrière ce qui est catastrophe ou pas, eh bien, la télévision, elle est en quelque sorte instrumentalisée par la loi, par les autorités locales. À Chamonix, il fallait absolument qu'il n'y ait pas, que Montroc ne devienne pas une catastrophe, même si tous les habitants ont intériorisé les choses. J'avais une étudiante de Chamonix qui me disait « on ne vit plus ». En montagne, quand il y a des risques, on le sait. Et en même temps, il fallait absolument ne pas mettre à jour ce qui est très important. C'est qu'à Chamonix, il y a le coût du foncier. Pour acheter un terrain à Chamonix ou un appartement à Chamonix, c'est aussi cher qu'à Paris. Et que dès lors que cette zone était en zone blanche, c'est-à-dire sans risque, alors que tout le monde le savait, mais la part de la vente de terrain est tout à fait importante. Et qu'en plus était, entre guillemets, et je le dis en voix off, mouillé des experts qui avaient déterminé ce qui était véritablement la zone blanche ou bleue ou rouge. À l'heure actuelle, c'est en zone bleue. Dans 20 ans, quand le soir fera une présentation, il y aura des chalets qui seront construits à ce moment-là. Donc, ce qui me paraît important, dans la façon, j'ai fini, de dire les choses, c'est qu'on est finalement des sociétés techniciennes. On est des sociétés techniciennes et ce que donne à voir la télévision, c'est finalement la fragilité de nos sociétés. Fragilité, entre guillemets, de gens qui regardent la télévision, voient des reportages et avec la répétitivité, ont perdu, ne serait-ce que la façon de se comporter par rapport à des événements qui sont à la fois ordinaires et extraordinaires. Et dans le fond, les territoires fragilisés, c'est peut-être pas seulement la montagne, c'est aussi tous les autres territoires que la technique rend fragiles.